Oui, un cran au-dessus de la confiance. Il y a un truc dont on parle plus depuis 6 mois ou 8 mois, qui était à un moment donné tarte à la crème, c'était l'exemplarité. Un cran au-dessus. Donc il y a la confiance qu'on demande, qu'on a pas, mais de la valeur de l'exemplarité, que ce soit pour les patrons, les entrepreneurs, ou pour d'autres gens qui ont d'autres fonctions dans l'État. Mais on ne parle plus du tout de l'exemplarité. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est toujours une vertu pour un patron? C'est la première question. La deuxième, moi j'ai lu le Figaro, Charles-Henri ce matin, pas les Échos, mais il y a Cahuzac qui dit en gros, comment on peut faire pour que les patrons considèrent qu'on les considère? Alors moi, je voulais vous retourner la question réciproque. Comment on peut faire pour que Cahuzac nous considère? Monsieur Marcon, je crois que c'est pour vous celle-là. Enfin, je ne voudrais pas vous désigner d'office, mais à mon avis, c'est pour vous. Non, mais sur la notion d'exemplarité, tout à l'heure, il a été parlé de création de valeur. Je crois que c'est bien ça. Et on ne fait pas toujours ce rapport avec l'exemplarité du chef d'entreprise par rapport à la vie de l'entreprise. Alors, pour répondre à Cahuzac, c'est amusant que ce soit lui qui le dise, parce que ça a d'abord été un chef d'entreprise et qui a plutôt bien réussi sur un domaine qui n'est pas l'industrie, mais qui est plutôt sur, j'allais dire, qui surfe bien sur la vague quand même pour le moment. Donc on ne peut pas dire que c'est un patron, ça a été un patron qui a connu beaucoup de vicissitudes. Ceci dit, quand on parle avec Cahuzac, et j'ai eu l'occasion de le faire dernièrement, mais quand vous parlez à Montebourg, c'est la même chose, hein. Ils ont tous vraiment un profond respect de l'entreprise. Vraiment, l'entreprise, c'est le moteur. Il faut aider l'entreprise. Seulement, quand on voit ce qui se passe derrière, on se dit, mais il y a quand même une oreille qui n'a pas entendu ce qu'a dit la bouche, hein. C'est quand même un peu curieux, parce que les actes, ou bien des transmissions qui se passent mal avec le cerveau, parce que c'est pas comme ça qu'on va susciter l'esprit d'entreprendre chez nous. Il y a deux facteurs, je crois, qu'il faudrait considérer. C'est un débat quand même, hein. Il n'y a pas que des questions. Mais, d'accord. D'accord. Mais les questions sont posées, on peut aussi y répondre. Merci. Non, il y a deux choses que je voudrais dire. D'abord, répondre à monsieur sur le problème de confiance et sur le problème de stratégie. Il y a un point important, c'est que l'entreprise vient quand même des actionnaires. C'est eux qui ont mis l'argent, qui ont risqué au départ de l'entreprise. Ils continuent à le risquer pour que l'entreprise se développe. Et le patron, il est pris à un moment donné, il est pris entre des conflits d'intérêts qui sont les actionnaires et les salariés. Et quand il va vouloir optimiser son résultat, à un moment donné, il va bien falloir qu'il divise sa marge brute par sa masse salariale. Et ça, c'est la partie émergée de l'iceberg de la stratégie. On ne peut pas toujours dire à tous ces salariés qu'on a quand même aussi un impératif qui est quelque part d'essayer, toutes choses étant égales par ailleurs, de diminuer sa masse salariale. Ça, c'est la grande difficulté d'exprimer une stratégie face à ses salariés. La deuxième chose, je voudrais faire je voudrais juste dire un truc. Là. Le patron, il n'est pas juste coincé entre ses salariés et ses actionnaires. Il est d'abord au service du client. Vous avez raison, mais quelque part, à ce petit point-là, il y a un point de négociation à l'intérieur de l'entreprise où on oublie une seconde le client, on oublie une seconde les fournisseurs et les contraintes extérieures. La stratégie d'une entreprise ne se résume pas à diminuer la masse salariale. Que ça soit un point de passage obligé à telle ou telle période, pourquoi pas. Quand je parlais de connaissance de la stratégie de l'entreprise, c'est dire, voilà, on est sur la goélette ou on est sur un bateau, et voilà l'ambition de l'entreprise, voilà où j'aimerais conduire toutes les équipes. Bon, voilà, c'est quand même ça a plus de souffle. Une seconde. Vous avez complètement raison. Non, simplement sur le plan statistique, c'était la deuxième intervention que je voulais faire. Sur le plan statistique, c'est qu'il y a les entreprises qui s'en sortent et il y a celles qui ne s'en sortent pas. Et plus on complique les choses pour les employeurs, et moins il y a des entreprises qui s'en sortent. Et du coup, il y a moins d'employeurs. Donc, dans le rapport entre l'offre et la demande de travail, moins vous avez d'employeurs, et plus, évidemment, vous allez avoir un ressentiment auprès de ceux qui restent. D'autant que ceux qui restent, pour le malheur de tout le monde, c'est quelquefois, notamment parmi les entreprises moyennes, les plus cyniques, celles qui ont adopté les règles les plus drastiques, qui se sont révélées peut-être les moins honorables du point de vue des valeurs que vous avez soulignées ici. C'est ce que je voulais dire. Messieurs ? Moi, je voudrais ajouter une chose par rapport. Comme monsieur, j'ai vécu au Japon, aux États-Unis. Et depuis que je suis rentré en France, il y a une chose qui me frappe, par rapport au débat aussi que l'on a aujourd'hui.
c'est de constater à quel point on n'est pas dans une société apaisée à l'égard de ces questions-là. Tout à l'heure, Nathalie évoquait un climat de lutte des classes. Et effectivement, c'est pour ça que je faisais référence à l'histoire en commençant, il y a des traces de ça dans le débat public français. Je ne dis pas qu'on soit tout à fait dans une ambiance de lutte des classes particulièrement, mais il y a des traces de ça. Et effectivement, la classe politique ne contribue pas à apaiser la relation entre le patronat et les salariés. Quand on voit certaines des déclarations d'Arnaud Montebourg, puisqu'on le citait tout à l'heure, quand il disait hier ou avant-hier qu'il y avait de l'argent à prendre dans les banques parce que ce sont des gens qui gagnent de l'argent sans rien faire, c'est pas quelque chose qui contribue à apaiser le climat, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on est dans je trouve, sur ce sujet du patronat, il y a beaucoup de démagogie en France de la part de la classe politique. Et puis il y a une différence aussi qui est frappante avec les États-Unis, mais c'est une tarte à la crème de dire ça. Vous avez aux États-Unis un magazine qui s'appelle Vanity Fair, qui existe depuis des années. Les héros de Vanity Fair, c'est des patrons. Parce que c'est aux États-Unis, effectivement, ce sont un peu pour une grande partie des gens, ce sont des people, ce sont des héros, ce sont des gens dont on vante la réussite, etc. On en pense qu'on veut, mais en France, vous avez vu la une de Libération l'autre jour sur Bernard Arnault. C'est vraiment le patron qui a réussi. Et Bernard Arnault est quand même un exemple assez évident de réussite, mais il y en a d'autres. Le patron qui a réussi, on lui dit casse-toi pauvre riche. Donc il y a une façon d'aborder le sujet dans ce pays, je trouve, qui est d'une violence assez inouïe. C'est très récent d'ailleurs parce que en réalité, encore une fois, ceux qui s'en sont pris plein la figure tout le temps, c'est plutôt les patrons d'entreprises salariés. Les grands capitalistes, au fond, sauf à travers le débat fiscal et à travers évidemment la révélation de la double nationalité de M. Arnault, ça a été forcément, c'est une immense star, c'est un des hommes les plus riches du monde, il se passe quelque chose, les gens réagissent. Mais moi, j'avais été tout à fait frappé. Je pense que vous avez des salariés, vous avez des capitalistes, et les deux, finalement, sont relativement protégés. Il y a des hausses d'impôts importantes, mais je pense que le capital en France a été très bien protégé. D'ailleurs, c'est très étonnant de voir comment la gauche a allégé la fiscalité sur l'épargne et sur le capital. Bon, a contribué à cet allègement historiquement. Donc, il ne faut pas regarder juste le moment conjoncturel. Je pense que ce qui est mal aimé, c'est pour ça que la question est très bien posée, c'est le patron. C'est plutôt le grand patron, parce qu'effectivement, le patron de terrain, lui, il est avec ses gens, il est sur le terrain, mais le patron plus ou moins lointain, lui, il a un vrai problème, et il faut essayer de retrouver la manière de réunir ces patrons, ces grandes entreprises, et le reste des acteurs de la société autour de la table. Moi, je trouve que les entreprises ont des droits et des devoirs, que les grandes entreprises ont, d'ailleurs, fournissent du travail aux entreprises petites. Elles sont un élément très important du tissu, et qu'il faut réussir à se réasseoir autour d'une table pour voir quel est le réseau de droits et de devoirs qu'on doit respecter pour développer l'économie française dans l'intérêt convenablement compris des divers partenaires, qu'ils soient des entreprises plus petites, qu'ils soient des salariés, qu'ils soient des actionnaires eux-mêmes. Mais il n'y a pas de vérité, je ne pense pas qu'il y ait de vérité absolue. Nous devons avoir une démarche nationale, nous devons avoir une démarche européenne, et nous avons en même temps une démarche d'économie de marché et de marché financier, inévitablement. Le problème, c'est de trouver l'équilibre de tout ça, et moi je suis absolument d'accord, d'éviter les excès. D'éviter les excès. Autant je comprends parfaitement qu'on ait voulu et qu'on ait dû augmenter les impôts pour tout le monde dans cette période-là, autant là, tous les excès qui sont commis n'ont pas de sens. Si vous dites à un chef d'entreprise, à un entrepreneur, juste, tu vois, à partir de la semaine prochaine, là, si tu revends ton entreprise, ce coup-là, on t'en prend 65% finalement au linol, simplement, ça échappe au bon sens. Il n'y a pas de choc fiscal de cette ampleur qui ne crée pas une réaction. On peut toujours dire c'est justifié, pas justifié. Non, mais c'est simplement, en bon sens, pas possible. C'est comme quand on dit on va approcher 60% de dépenses publiques. Pas besoin d'être à gauche, à droite, je sais pas quoi, pour savoir que dans une économie ouverte,
si on va à 60% de dépenses publiques, on ne pourra pas simplement. Donc il y a un moment, je pense, où, à moins de dire qu'on ferme toutes nos frontières et qu'on s'appauvrit tous ensemble tranquillement, pour ceux qui voudront bien rester sur le territoire, bon, moi je retournerai dans mon île de Corse, où je suis pas mal. On est assez pauvre, enfin on est quand même assez bien. Eh bien, il faut s'asseoir autour d'une table, accepter l'économie de marché à un certain degré, maîtriser l'économie de marché financier et trouver un juste équilibre. Bon, est-ce qu'on est capable de cette modération? Est-ce que le système démocratique même le permet? Quand j'entends les discours autour de l'élection à l'UMP, etc., c'est pas très brillant non plus. Bon, je suis pas sûr qu'on soit capable d'y arriver. On a un problème de gouvernance qui est un peu lourd. Nicolas? Non, j'ajoute d'une phrase que la légitimité d'une éventuelle hausse importante de la fiscalité ne peut être assise que sur une bonne utilisation du produit de ces impôts. Et c'est quand même là tout le problème. C'est que d'un côté, on a une augmentation forte de la fiscalité et de l'autre, on constate que l'efficacité de l'État n'est pas améliorée, que les dépenses publiques restent très fortes, etc.